C'est l'heure des Décryptéco sur votre télévision, votre magazine hebdomadaire consacré à l'analyse et le décryptage de l'actualité économique vue de la rédaction des Ecofin Télévision. À quoi doit-on s'attendre après la rencontre entre l'inspecteur général des finances, Jules Alinguété, et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta? En début de cette semaine, doit-on s'attendre à l'aboutissement des dossiers de corruption et des détournements des fonds amorcés et traités par l'inspection générale des finances? Nous en parlons dans cette émission. Nous évoquerons également ces statistiques du Fonds monétaire international qui place la République démocratique du Congo parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique en termes du produit intérieur brut, un produit intérieur brut qui passe des 63 à 69 milliards de dollars américains. Nous décryptons ces sujets dans cette émission et puis nous parlerons également de ce sujet qui crée la brouille entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Pourquoi la dissolution du Fonds social fait autant mal à cette institution de Bretton Woods? Nous en décryptons également dans cette émission. Et puis, vers la fin de l'émission, nous reviendrons sur la volonté de la Régie des eaux de revoir à la hausse ses services sur l'étendue du territoire national. Une décision, bien entendu, qui a reçu... qui n'a pas, en tout cas, reçu l'aval des autorités du gouvernement central. Nous en parlons donc dans cette émission. Et pour décrypter justement tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux des journalistes des Ecofin Télévision. À ma gauche, Betty Tamfumo. Bienvenue. Merci à toi, Patrick Mumbala, pour nous avoir associés en tout cas à cette émission, à cette grande émission qui est d'ailleurs bien suivie auprès de la population congolaise. Voilà pourquoi nous sommes là, mais également nous allons décrypter tous les sujets dont vous venez énumérer tout à l'heure. Justement, donc le décryptage des sujets économiques vu de la rédaction d'Héritage des Ecofin Télévision. Tony Antoine Dibendila, bienvenue. Merci beaucoup Patrick, c'est toujours un grand plaisir pour nous de porter notre voix et de contribuer, de donner au grand public, à l'opinion nationale et internationale évidemment, notre point de vue, nos différentes perceptions des différentes questions d'actualité. Aujourd'hui déjà, avec ce que vous aviez avancé comme thème à aborder au cours de ces programmes, en tout cas nous serons au rendez-vous. Vous serez justement au rendez-vous. Je reste avec vous avec le premier sujet que j'ai annoncé en début de cette semaine. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguété, chef des services de l'IGF, bien entendu, qui a été reçu par le Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Une première question, à quoi doit-on s'attendre? Je dirais que c'est une suite logique. La rencontre de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguété, du premier président de la Cour constitutionnelle, qui est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. En fait, on va se rendre compte d'une chose. Il y a plusieurs dossiers traités par l'inspection générale des finances, liés justement à la corruption et à la lutte contre les antivaleurs. Mais on se rend compte aujourd'hui, et surtout c'est l'opinion qui décrit très souvent cette question, il y a une sorte de lenteur au niveau de l'appareil judiciaire. Il y a des dossiers qui sont là, dont la suite stagne. Et donc, justement, nous avons suivi l'échange entre l'inspecteur général des finances, Jules Alinguété, les présidents... Dieudonné Kamuleta. Dieudonné Kamuleta, justement. Et ensemble, ils nous ont dit, écoutez, nous allons cheminer cette fois-ci. Et le président de la Cour constitutionnelle nous a assuré de l'accompagnement de l'appareil judiciaire pour justement résoudre ces différentes questions, ces différents dossiers qui aujourd'hui se trouvent sur la table de la justice. Je vais revenir un petit peu en arrière. Il n'y a pas longtemps déjà, il y a un audit des fichiers de la paye, mené par l'inspection générale des finances. Il y a eu beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations, des grands dossiers, mais dans les faits, on a l'impression que ça ne trouve pas une suite favorable du côté de la justice. Justement, c'est cela le problème. Et ce n'est pas que l'audit du fichier interne. Il y a beaucoup d'autres. Il y a eu de la bruit, je crois, au Kassai oriental, où il y a eu découverte des décomptes, où la province du Kassai oriental, les autorités provinciales utilisaient ces comptes à
l'insu des inspecteurs de l'IGF qui étaient sur les lieux pour des missions de routine, pour participer à la gestion efficiente de la province. Et voilà, des choses comme ça. Mais ce sont des dossiers qui stagnent et il n'y a pas de suite dans l'opinion. Et voilà, l'inspecteur général, chef des services, qui est à la tête de l'IGF, bien entendu, qui est devenu une institution bilan. Tout à fait. Président Tshisekedi. C'est une institution bilan positif. Positif. Et voilà, nous allons échanger avec les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et voir quelle suite pourrait être réservée à ces différents dossiers. Donc voilà, en quelque sorte. C'est pourquoi justement, nous allons profiter de cette occasion pour dire, appeler nos magistrats et tous ceux qui ont des dossiers liés à la corruption. Notre pays aujourd'hui se trouve là où le Congo est là. La République démocratique du Congo se trouve là où elle est, justement parce qu'il y a des situations comme ça. Il y a des accusations. Aujourd'hui, nous avons des accusations crédibles. Il y a un travail professionnel qui s'est fait au niveau, non pas seulement de l'IGF, il y a la Cour des comptes, il y a l'Agence pour la lutte contre la corruption à la présidence. Il y a plusieurs structures comme ça, la PLC, il y a plusieurs structures comme ça, coordonnées, qui mènent des actions efficaces, mais après, c'est à la justice d'emboîter les pas. C'est à la justice de dire, écoutez... Parce que de toutes les façons, on peut faire des révélations, mais en fin de compte, c'est la justice qui a le pouvoir de réprimer. Tout à fait. Et puis après, quand l'opinion a l'impression que derrière, il y a la justice qui traîne les pas, voilà, c'est déjà compliqué. Gilles Alinguete ayant compris cela, voilà, il est allé rendre visite au président. C'est le patron de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, le président de la Cour, le premier président de la Cour constitutionnelle, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, justement, et on espère qu'après cet échange, on espère qu'après les promesses faites par le président Kamoleta, qu'il y aura quand même des suites favorables et que l'opinion se rendra compte véritablement que la justice veut vraiment cette fois-ci réprimer et avec urgence tous ces méfaits qui se racontent et qui sont documentés par les différents rapports de l'IGF. Voilà. Tout à fait. Ces méfaits qui sont documentés, on peut s'attendre, Betty Tamfoumou, je suis avec vous, à l'aboutissement de tous ces dossiers, ces grands dossiers, en tout cas, Tony Dibendila a relevé ici les dossiers du Kasaï oriental, les dossiers du fichier des pays. Est-ce qu'on peut s'attendre, avec cet engagement de la justice congolaise, à l'aboutissement de tous ces dossiers et à la répression des auteurs? Patrick Lumbala, justement, c'est ce qu'attend la population congolaise. Vous savez, depuis un certain temps, l'IGF, l'Inspection générale de finances, est au four et au moulin, en fait, pour détecter tout cela qui met à genoux la République démocratique du Congo. Mais lorsque le bal arrive au niveau de la justice, c'est là où les Congolais ne comprennent plus rien. Patrick, on dit... la justice élève une nation. Lorsque l'IGF révèle tout ce qu'il révèle là en tout cas et que la population trouve qu'il est en train de faire un bon travail. Mais arrivé au niveau de la justice, on trouve que le travail n'est pas suivi. C'est-à-dire que nous avons suivi plusieurs dossiers ici en République démocratique du Congo. S'il faut citer un, on citera les dossiers de 100 jours où jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qu'a donné comme résultat ces dossiers de 100 jours. On a vu tous ceux qui ont été incarcérés être relâchés. On a vu dans d'autres dossiers également, Patrick Lumbala, la justice congolaise n'a pas pu, en tout cas on a l'impression que la justice congolaise n'a pas pu donner aux Congolais les réponses auxquelles elle s'attendait. Lorsque l'IGF révèle par exemple que non, il y a deux tournements arrivés au niveau de la justice, nous trouvons que la justice balbutie, la justice se tourne en rond. Parce qu'il y a même des gens qui ont été indexés par l'inspection générale des finances. C'est vrai qu'après, l'IGF s'est dit on ne va pas citer les noms des gens par présomption d'innocence et consorts, mais il y a quand même des responsables des institutions connus, des responsables qui ont connus, été indexés, dont les noms ont été révélés également, Patrick Lumbala. Et la justice les a blanchis. À la suite, rien n'a été fait. Et on commence maintenant à se dire que la justice congolaise, apparemment, elle est instrumentalisée, ou la justice congolaise est politisée. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Et lorsque nous voyons aujourd'hui l'inspecteur général, chef de service, Jules Alinguete, aller voir le président du Conseil supérieur de la magistrature,
on s'est dit, c'est qu'il a vu au niveau des magistrats, la réponse n'est pas suivie, ou alors les réponses que notre justice donne par rapport au dossier ne correspondent pas en tout cas à la hauteur des dossiers que fournit l'IGF au niveau de notre justice. Aujourd'hui, s'ils veulent travailler étroitement afin de venir à bout du détournement de deniers publics et de la corruption en République démocratique du Congo. Et détournement devenu quasiment endémique. Malgré les avancées avec vous savez, les Patrick, patrouilles financières de temps, l'IGF. on a l'impression que le détournement en République démocratique du Congo devient quasiment normal. On ne trouve plus scandale ou scandaleux qu'une personne détourne des sommes. Patrick Lumbala, une population pauvre, mais lorsque nous entendons de montants détournés par des autorités et autres personnalités, on s'est dit, mais il y a quoi à s'alarmer? Il y a quoi que monsieur l'inspecteur général passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller rencontrer personnellement le président du Conseil supérieur de la magistrature afin qu'il mette un peu de l'ordre. Vous savez, lorsque la justice est mal barrée ou lorsque la justice n'est pas bien rendue, en tout cas, la population se sent isolés, la population se sent abandonnée et lorsqu'il fait cette démarche, nous attendons... Parce que lorsque la justice n'est pas au rendez-vous, on se dit le travail que fait l'inspection générale des finances n'aura pas du coup d'effet. Ça ne sert même à rien de les faire. Ça mène même de doute au sein de la population. Ça ne sert même à rien de les faire parce qu'on peut révéler et puis les auteurs de tous ces détournements seront en liberté ou seront tout simplement acquittés. Ça sème même de doute au sein de la population, Patrick Lumbala. On s'est dit aujourd'hui, est-ce que l'IGF fait bien son travail? À quel niveau se trouverait le problème? Parce que lorsqu'il soulève des problèmes de corruption en citant des montants, en citant de fois, de noms, même si lui ne cite pas nommément de personnes concernées, néanmoins dans des couloirs, ça se dit c'est telle personne et que par après la justice n'éclaircit pas le dossier, c'est là où les bas blessent, c'est là où la population congolaise est en train de se poser plusieurs questions. Où trouver justement ces réponses à toutes ces questions? C'est à la justice. Voilà pourquoi nous espérons que ces travaux qu'ils vont faire étroitement, cette fois-ci, ça donnera de réponses ou des résultats escomptés par rapport aux attentes de la population congolaise. Parce que nous aimerions également un jour, Patrick Lumbala, une autorité citée, non seulement qu'il y ait de procès publics qui, par après, va rimer à de relâchements sans suite favorable par rapport à ces dossiers. Nous espérons que cette fois-ci, les auteurs de ces crimes... Des procès qui beaucoup ont qualifié de théâtre de chez nous parce que ça aboutissait à rien du tout. Ça aboutit aujourd'hui à rien du tout. Tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont remis l'argent du trésor public? Non. On a des ministres qui ont eu à détourner. Est-ce que cet argent a été remis au trésor public? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Ou alors, ils remettent, mais la justice ne le publie pas, ne le dit pas à haute voix à la population congolaise. Nous voulons justement qu'il y ait des suites comme ça. Après un procès, une personne qui a été interpellée, arrêtée, et bien qu'il y a de temps, il y a également des procédures au niveau de l'État, il peut brandir des preuves et que par après il soit innocenté, mais au moins l'argent du contribuable congolais soit remis au trésor public. Ça, c'est très important. Tony Dibendila, il y a également un fait important que le président du Conseil supérieur de la magistrature a révélé. On va l'écouter d'ailleurs dans quelques instants. C'est que, avant d'ailleurs de vous prendre, je vous prie d'écouter Dieudonné Kamuleta. Le voir aujourd'hui ici, officiellement, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas en contact. Comme il vient de le dire, il y a des grands dossiers. Des grands dossiers qui concernent l'assainissement des affaires et pour stopper aussi les antivaleurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a je crois aujourd'hui ou hier, depuis hier,
les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour ce suivi-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice. Voilà donc pour ce que pense le président du Conseil supérieur de la magistrature après justement sa rencontre avec l'inspecteur général des finances et chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, Dieudonné Kamuleta, qui vient de dire effectivement que ce n'est que cette semaine que l'IGF a commencé à lui mettre en copie des différents dossiers qu'il traite. Moi, je voudrais également, sur cette question de la justice congolaise liée carrément aux antivalets, à la corruption, souligner un fait. On doit éviter des amalgames. Nous avons vu des procès quand même. Des procès qui ont conduit à des condamnations des gens dans ces pays. Vous savez, il faut noter quelques avancées. On ne peut pas voir noir dans tout ce qui se passe. Dans un pays comme le nôtre, qui pouvait imaginer qu'un homme, directeur de cabinet, de chef de l'État, un homme aussi puissant, Monsieur Tony Dribelila, ça rimait à quoi justement? Vous allez me sécuriser. Vous allez me sécuriser. Il y a la population. Vous allez me sécuriser. Je ne le sais pas, monsieur Tony. Je disais, nous avons vu. Vous savez, Patrick Lumbala, ces procès-là nous a coûté de notre temps, de nos émotions et consorts. Monsieur Patrick, monsieur Tony ne peut pas aujourd'hui nous vanter ces procès qui aujourd'hui j'avance. Laissez-les avancer, je vais revenir à vous. Alors, notez tout ce que vous avez à dire, je vais revenir à vous dans quelques instants. Je n'ai plus de mots lorsque vous avancez vos argumentaires et l'aimabilité de me laisser m'exprimer. Donc, je dis ceci. Nous avons vu des dossiers ici, dans un pays comme la République démocratique du Congo. Je parle du Congo, mais prenons même les pays de la région. Vous avez vu un homme, directeur de cabinet en fonction, être inquiété, envoyé en prison. Et cela s'est passé en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs personnes qui ont suivi, des puissants directeurs généraux des entreprises publiques. Avec quelle suite? Il y a les directeurs. Il doit également nous dire avec quelle suite. Ils ont été condamnés. Il y a les directeurs généraux des FONER qui a été arrêté, de l'Office des routes. Ils sont plusieurs. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu de telles arrestations dans ces pays. Donc, il ne faudrait pas voir tout noir. Mais la question, justement, l'inquiétude également, j'ai des petits amphomons. C'est que ces arrestations, on a l'impression que ce sont des mises en scène. Non, et puis après... Non, ça, ce sont des mauvaises langues. Ce sont des gens qui racontent leur vie. On parle de mise en scène des gens aussi importés, aussi puissants. On va faire des mises en scène avec des gens aussi puissants dans ces pays. Pourquoi il n'y a pas eu de mise en scène dans le passé? Donc voilà, pour dire ceci, il y a un travail qui s'est fait. L'inspection générale des finances, bien entendu, la Cour des comptes et autres, mais il y a également le travail de la justice. La justice, c'est pas qu'aujourd'hui on se réveille, on dit donc voilà, il y a tel document, on remet de rapport à la justice et demain vous avez des condamnations. Ça ne se passe pas comme ça. On sait qu'aujourd'hui il y a un dossier par exemple lié à la Sicomine, les contrats chinois, qui suit son cours. C'est-à-dire qu'il faut attendre à ce que la justice fasse son travail. On ne va pas se réveiller aujourd'hui, bon voilà, il y a la Sicomine où il y a des gens détectés pour la question de l'audit des fichiers de paye, où il y a des comptes ouverts à l'insu des inspecteurs de l'IGF dans le Kassai oriental, et puis demain, directement, la justice tranche. Il y a tout un processus. Je voudrais dire, il faudra souligner également qu'il y a des faiblesses, oui, sur le plan en fait, notre appareil judiciaire a quelques faiblesses, des faiblesses qu'il faudra justement marteler dessus pour que prochainement les gens se rendent compte qu'il y a vraiment un travail qui se fait derrière et que les condamnés sont vraiment punis. Mais moi j'ai dit il faudra déjà acclamer parce que déjà, quand on dit que la justice, quand on voit noir dans ce que fait la justice congolaise, il faut se rendre compte d'une chose. Une organisation aussi sérieuse, une organisation internationale telle que Transparency International, lorsqu'elle dit, écoutez, la RDC a gagné des places en termes de la lutte contre la corruption, mais il faudrait se dire qu'il y a l'IGF, qu'il y a des institutions de la lutte contre la corruption qui font leur travail, et d'autre part, il y a aussi la justice qui suit. Donc il y a des choses qui changent, et quand on veut modifier un système, c'est pas n'importe comment, ça avance progressivement, il y a des réformes en cours. Il faut tenir compte de ça. Et donc, voilà, en quelque sorte, moi, je voudrais, justement, concernant les fameuses mises en scène, moi, je ne pense pas à ces mises en scène. Je crois qu'il y a un travail qui s'est fait. Je crois que l'appareil judiciaire du Congo est maintenant en branle et tente de suivre. Surtout qu'il y a derrière la volonté politique de l'autorité suprême, du chef de l'État.
parce que nous l'avons vu. Mais ce qui est vrai, il ne manque pas de failles. Les failles ne peuvent pas manquer. Il n'y a pas un système judiciaire ou une justice, je ne sais pas dans quel pays, qui ne comporte pas de failles. Chez nous, en fait, c'est légion. Ça c'est vrai, c'est légion. Mais il faudra en tout cas continuer à marteler sur la justice, encourager le travail des institutions qui veulent assainir les milliers de finances en République démocratique du Congo, les encourager, ça c'est vrai, c'est ce que nous faisons déjà, mais aussi encourager la justice à continuer à faire un bon travail. Parce que déjà, quand on s'est dit, bon aujourd'hui, parce que justement les gens reviennent souvent et très souvent derrière la question du procès des 100 jours. Mais je vous dis, ces procès étaient révélateurs et nous avons vu qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, il n'y a plus d'intouchables. Mais quand on veut détourner l'argent de l'État, en tout cas, il faut réfléchir des fois. Parce qu'une fois, il y a de la documentation sérieuse qui arrive à la justice, il y aura quelque chose, si vous n'allez pas passer 20, 30 ans derrière les barreaux, ne serait-ce que 2 ou 3 ans, vous irez là-bas, vous allez vous rencontrer avec des koulounas, et attention, il y a aussi l'aspect image qui compte. Il y a ce qu'on appelle la réprobation sociale, tout à fait. Mais il y a aussi la vindicte sociale. On dit, écoutez, voilà, il a été arrêté. On l'a libéré, il a peut-être corrompu, et ainsi de suite. Mais tout le monde sait que vous avez été arrêté. Vous avez volé. Vous avez volé. Et vous êtes oui, vous êtes indexé. Mais il y a les grands publics qui vous regardent, il y a l'opinion nationale qui vous indexe. Donc voilà, en quelque sorte, c'est pourquoi justement, il faut, parce qu'il n'y a pas seulement la justice, il faut le dire, il y a aussi cette vindicte sociale, il y a aussi ces regards du grand public qui va peser à la fois sur vous, sur votre épouse, sur vos enfants. C'est pourquoi il faut continuer à encourager et dire à la justice, écoutez, d'accord, voilà, il y a des failles, il y a des choses qu'il faut améliorer, mais il faut tenir compte de la volonté du plus grand nombre. Et lorsque l'inspection générale des finances fait des révélations, c'est à elle de poursuivre le travail. Tout à fait, c'est à elle de poursuivre le travail. Et c'est pourquoi justement... Ce qui n'est pas en rendez-vous. Oui, il faut dire. C'est pourquoi Gilles Linguet est allé voir Dieudonné Kamuleta pour, entre autres, rappeler cet aspect des choses. Tout à fait. Entre autres, rappeler. Et puis, voilà. Donc, nous, on insiste. Moi, je ne voudrais pas qu'on regarde, pas comme Betty en tout cas, qu'on se dise tout est noir, l'appareil judiciaire ou la justice en République démocratique du Congo ne fait absolument rien. Sinon, ça rentre en conflit avec les quelques places que nous avons gagnées chez Transparency International. Tout à fait. Donc, on ne voit pas l'action d'une seule institution isolée, mais on voit les systèmes globaux, qu'il y a des choses qui bougent. Donc, voilà en quelque sorte. Et malgré certaines tâches, il y a quand même beaucoup d'améliorations. On va très vite tourner cette page-là, mais je vous donne une dernière parole pour en finir complètement. Je n'aimerais pas que Tony Antoine Dibendila me fasse dire en tout cas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que notre justice, tout ce qu'il fait, vous l'avez tout de même insinué. Tout ce qu'elle fait est toujours noir. Bien qu'il y a quand même des dossiers, lorsqu'il s'agit des Congolais simples, il y a quand même des dossiers où ça aboutit. Mais lorsqu'il s'agit même dans des grands dossiers, ça aboutit. Ça aboutit avec quel résultat? Avec quel des résultats? On a des avancées. On indexe, par exemple, pour rappel, ça fait quoi? Ils occupent toujours de postes de responsabilité. Donc, ça n'a rien à voir, même si on les indexe. Il ne faut pas prendre un cas isolé. Il ne faudrait pas prendre un cas isolé et généraliser. Parce que déjà, par exemple, laissez bêtiser. Si elle veut évoquer la question de Vital Kamere, si elle veut évoquer la question de Vital Kamere, nous allons dire que la mère a été blanchie par la justice. Laissez Betty Tampoumou terminer. Laissez Betty Tampoumou. Allez-y, Betty, vous avez la parole. C'est moi qui ai la parole, qu'il me laisse parler. Allez-y. On ne cite pas en tout cas les noms issus sur ces plateaux. Oui, mais vous insinuez. S'il vous plaît, le monsieur a été blanchi justement. Mais par la justice, quand on demande à la justice de faire un travail, il faut laisser la justice décider. Je vais demander à la régie de couper votre micro. Aujourd'hui, le monsieur occupe un poste de responsabilité où il fait maintenant face à un autre problème, espérant qu'il va trouver de solutions par rapport à ces problèmes, parce que le Congolais attend justement de solutions. Qu'est-ce que nous allons attendre? On attend justement de notre justice de mieux faire son travail, de ne pas saper tout ce que fait à l'IGF, tout ce que fait l'IGF comme travail en tout cas. Nous aimerions demain, Patrick Lumbala, voir pas de mise en scène mal écrite qui donne de mauvais résultats par après. Nous l'avons vu, nous avons de cas probants qui montrent que ce sont des mises en scène mal écrites et qui a donné des résultats dont les Congolais aujourd'hui, ont mal aujourd'hui dans leur cœur par rapport aux résultats qu'a donné notre justice. Nous espérons en tout cas
avec cette approche entre l'inspection générale de finances et le ministère pas le ministère de la Justice et la Cour et le Conseil supérieur de la magistrature, nous voulons que demain, lorsqu'il y a une autorité qui s'abuse ou qui s'adonne à voler, parce que détourner, ce n'est autre que voler, qui s'adonne à voler, qu'on les voit être traduites en justice, mais également qu'ils purgent ce qu'il aura comme sentence et non de ce qu'il nous montre là après 2 ans, 3 ans. Souvent, quand ils arrivent là-bas dans des prisons, ils tombent malades et par après, puis on les évacue. Pour aller évacuation éternelle. Merci beaucoup, Betty Tamfoumou. Merci beaucoup, Betty. On va très vite tourner. Alors, madame et messieurs, nous allons vite tourner cette page. Nous allons vite tourner cette page et on va rester dans la page de la justice. S'il vous plaît, Tony Dibendila, nous courons derrière les temps. On va rester toujours dans les colonnes de la justice, mais cette fois pour parler de la justice distributive. Le Fonds monétaire international a rendu tout récemment ses statistiques sur la richesse mondiale et selon ces dernières mises à jour, la République démocratique du Congo fait son entrée dans les top 10 des pays africains les plus riches en termes justement du produit intérieur brut, un produit intérieur brut qui passe des 63 à 69 milliards de dollars américains. Votre première impression, Tony Dibendila? Juste moi, avant de prendre cette question, je voudrais revenir rapidement. Vous avez 5 secondes pour... Oui, voilà. Rapidement. Très rapidement. Je voudrais... Vous savez, Patrick, lorsqu'on veut que la justice fasse son travail, on est obligé également d'accepter les derniers mots de la justice. C'est la phrase que je voudrais dire. Tout à fait. Alors, voilà. Concernant l'entrée de la République démocratique du Congo dans les top 10. S'il vous plaît, on a déjà tourné cette page. Nous sommes obligés d'accepter son dernier mot. On va couper votre micro, s'il vous plaît. Patrick Lumbala, même lorsque cette justice dit une mauvaise fin par rapport à un dossier, vous voulez qu'on accepte cela? Betty Tamfoumou, avançons. Alors, ne m'obligez pas à demander à la technique de couper votre micro. Militantisme, ça c'est du voilà. Justement, on avance. Si prendre part de la population congolaise sur ce plateau fait de moi une militantisme, je l'accepte. D'accord, très bien. Si je prends la part de la population, en tout cas fait de moi une militantisme, je l'accepte. Tout à fait. Nous avons tous besoin du changement et de l'évolution. C'est noté. Justement, on évolue, Tony L'entrée Dibendila. de la République démocratique du Congo dans les top 10 des plus gros budgets africains, PIB africain. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui peut étonner. Voilà, au regard des potentialités de la République démocratique du Congo et des efforts internes qui se font actuellement, et bien que certaines sources assurent aussi que c'est grâce à nos exportations minières que nous avons pu figurer actuellement dans cette liste des 10 gros PIB de l'Afrique. Mais je voudrais quand même souligner une chose. D'accord, ce sont les chiffres. C'est sur papier. C'est le Fonds monétaire international qui l'affirme, donc c'est crédible. Mais il y a une chose, justement. Mais lorsque les Congolais lambda apprennent des telles prouesses, de la production interne des biens et des services en République démocratique du Congo, qu'aujourd'hui on est parmi 10 pays les plus riches en Afrique, ça paraît comme une utopie pour les Congolais lambda. Il va se poser des questions. Mais on est parmi les 10 pays africains les plus riches. Mais je ne les vois pas dans mon quotidien. À Kinshasa, les gens parlent des paniers de la ménagère. Le social, comme on dit. Ça dit des histoires comme ça. Parce que les gens, vraiment, ils ont des yeux braqués dans leur assiette. Mais dans les quotidiens, il faut poser la question. C'est justement... C'est à partir de là que nous allons droit vers la redistribution de la richesse nationale. La justice distributive. Voilà justement comment est-ce que ça se passe. Vous voyez, mais on est dans un pays où, je vais rapidement revenir sur l'audit du fichier interne de l'UJF, où vous vous rendez compte qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans 2, 3, 4, 5 ministères et qui sont payées par l'État. 2 millions ici, 1 500 000 là-bas, 3 millions de l'autre côté. Mais alors qu'il y a des jeunes gens qui sortent de l'université qui sont chômeurs. Vous imaginez, nous sommes dans quel pays? Il y a plusieurs questions comme ça qu'il faudra, il y a plusieurs exemples comme ça. On se rend compte qu'il y a des inégalités sociales profondes dans notre pays.
C'est pourquoi justement, il y a d'ailleurs l'existence du PDL 145 territoires, du programme de développement local des 145 territoires. Pour parier à ces disparités-là. Tout à fait, parce que justement, le président de la République s'est rendu compte qu'il y a des territoires dans notre pays qui n'ont jamais vu une infrastructure de l'État, qui n'ont jamais vu ne serait-ce qu'un hôpital de l'État ou une école construite par l'État. Ça n'existe pas. C'est normal ça. On prend l'argent, on va se partager à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, et dans les Congos profonds, si vous allez à Ruorimbere, ou je ne sais pas dans quelle autre ville, dans quel autre village ou territoire, vous sentez qu'il y a de la misère. Vous allez à Ikela, vous dites, mais ici c'est la mort. Vous allez vous rendre compte qu'à 18h, je ne sais pas, il n'y a pas de courant électrique. C'est l'enfer, carrément. C'est l'enfer, vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous êtes droit vers l'enfer. C'est-à-dire qu'il faudra, vous vous dites, on est au Moyen-Âge, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra tenir compte de ça. Mais il y a des gens, des réseaux mafieux pédalés par le chef de l'État lors d'un de ses discours, de ses adresses à la nation. Le président de la République était clair. Il existe des réseaux mafieux, des gens qui se sont organisés. Des gens qui se sont organisés pour piller l'État. Et il y a plusieurs mécanismes. Pour capter toute la richesse de l'État. Capter la richesse et se partager eux-mêmes. Et il a promis de démanteler ces réseaux-là. Je crois que le processus est en cours. Ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir. Mais oui, mais il est en train de démanteler ces... Il y a un processus, c'est comme ça, c'est pas facile. Mais écoutez, je vais vous dire, il y a même la loi qui protège. Je vais vous prendre l'affaire Bukangalonzo, par exemple. L'État a englouti comme plus de 200 millions de dollars. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit mais c'est difficile de juger les gens aujourd'hui. Il y a la loi qui protège, il y a ainsi de suite la Cour constitutionnelle qui renvoie la balle à la Cour de cassation, la Cour de cassation qui renvoie à la Cour constitutionnelle. On reste dans la forme. Il y a même une architecture des lois qui ne permet pas de suivre... Taillé sur mesure. Oui, taillé sur mesure, qui ne permet pas de suivre certains dossiers, de démanteler certains réseaux mafieux. Oui, mais moi je vais poser une question, justement pour renforcer la distribution de la richesse nationale. Mais il y a un outil important, reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo, la Caisse nationale de péréquation. C'est quoi l'objectif de cette Caisse nationale de péréquation? C'est justement pour équilibrer les investissements dans différentes provinces. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Mais il n'y a qu'un ou 2 mois ici, on voit la Caisse en train de bouger un tout petit peu. Avec M. Moulongo qui la chapeaute. De bouger un tout petit peu. Après, c'est parce que c'est sous les directives du ministère du Plan. Les ministres promettent de suivre l'activation de cette Caisse nationale de péréquation. Vous vous rendez compte? Or, nous avons des outils. La loi prévoit des outils qui peuvent permettre à ce que la richesse soit très bien distribuée. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'on voit justement, il y a des détournements. Il y a des gens qui se sont organisés pour capter seule la manne. Et les autres c'est-à-dire, ils sont dans la rue abandonnés. C'est ça justement le problème. Mais je crois, depuis que le président Tshisekedi est ici, on voit qu'il y a des efforts. On voit qu'il y a vraiment une machine derrière qui voudrait mettre un terme. On ne pouvait jamais imaginer. Moi, j'étais en 2019 à Tchouapa là-bas. Mais il faut aller voir. Vous allez voir la souffrance, je vous dis. Et oui, mais pour mettre un terme à cette histoire-là, il fallait réfléchir en termes de grands projets. Donc, il y a les programmes de développement des 145 territoires. D'une part, il y a l'activation de la Caisse nationale de péréquation. D'autre part, il y a d'autres efforts derrière. Il faut lutter également contre la corruption, les détournements des fonds, parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, certaines autorités publiques se croient devenir, ils pensent être des dieux. Oui, c'est-à-dire pour eux, c'est eux qui dirigent. Et puis voilà, il n'y a personne derrière qui suit. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui suivent derrière. Il y a des inspecteurs ici et là. On voit qui la machine. On voit ici le Sénaref qui est activé. On voit là-bas la Cour des comptes réactivée. On voit l'IGF qui est ressuscité carrément. On voit de l'autre, on voit la création de l'APLC parce qu'ici, ça doit être un ensemble. Ça doit être un ensemble. Ici, on réprime les détournements. De l'autre côté, on met en place des programmes qui peuvent permettre à ce qu'il y ait de la richesse à travers tout le territoire. Et d'autre côté, on active les outils tels que la Caisse nationale de péréquation pour permettre à ce qu'il y ait plus d'investissements dans différentes provinces. Ok, c'est 69 milliards révélés par le Fonds monétaire international puissent vraiment se faire ressentir dans la population. Que les Congolais ressentent que voilà, on est vraiment 10e. Et bien, je crois que c'est un effort qui doit être poursuivi. On espère en tout cas que l'État congolais va mener à bien toutes les réformes
actuellement qui sont en cours pour qu'en fin de compte, il y ait en tout cas réduction des inégalités. Qu'il y ait réduction des inégalités, que les gens se rendent compte c'est-à-dire quand un étudiant arrive à obtenir ses diplômes, qu'il espère quand même trouver un emploi, ou quand même s'il se dit, voilà, je vais lancer un projet, qu'il espère obtenir quand même des crédits quelque part dans une banque commerciale quelque part. Vous voyez, ça dit, tout ça, ça doit être un travail d'ensemble. Ça doit être un travail des pouvoirs publics, ça c'est vrai. Ça doit également être une sensibilisation de l'opposition qui se prépare pour une marche. Je ne sais pas pourquoi une marche vite. Voilà. Donc voilà, en quelque sorte, il faut encourager ce qui se fait et après il faut réprimer les antivaleurs. Je vais revenir à vous, Tony Dibendila. Betty Tamfumu, la RDC qui fait partie désormais des top 10 pays africains les plus riches, mais sur les terrains, dans le social de la population, on a l'impression d'être carrément les 50e. Parce que l'Afrique compte 53 pays, si je ne m'abuse. Ben voilà, Patrick Lumbala, vous l'avez dit, c'est une situation à encourager. Être parmi le 10 premiers pays riches en Afrique, c'est une situation à encourager. Patrick Lumbala, vu que notre économie se repose beaucoup plus sur le matière première, particulièrement particulièrement les cuivres, les cobaltes, voilà, les coltans et tout ce qui va avec. On peut faire mieux. Moi, je dis aujourd'hui aux Congolais qu'on peut faire mieux. Ça veut dire que les 69 milliards de dollars que le FMI dont nous parle le FMI sont sous-évalués en quelque sorte. Ça peut être au-delà. On peut faire mieux. Dans quel sens? On peut même aller de la 10e place avancer. C'est-à-dire que si aujourd'hui notre gouvernement prend l'initiative de soutenir également, nous avons autant de sols arables en République démocratique du Congo, il suffit que la culture, que nous puissions cultiver ces sols-là. Vous savez, aujourd'hui, nous manquons de maïs parce que nous n'avons pas cette culture de production locale, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, autant de sols qu'il a, de sols arables qu'il a aujourd'hui, il ne l'exploite pas. Nous soulevons, par exemple, le 80% des sols arables. Le problème qu'on laisse comme ça. Nous avons nos lacs ici, nous avons nos lacs qui peuvent bien nous nourrir. Et même des lacs les plus poissonneux du monde et tout ce qui va avec. Nous avons ça ici, un paradoxe en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, pour le chinchard, s'il vous plaît, Patrick Lumbala, pour le chinchard, on se tourne vers la Namibie. Aujourd'hui, pour avoir le maïs, où nous avons notre sol à nous, on peut cultiver cela, on se tourne vers la Zambie, vers l'Afrique du Sud. C'est terrible. Aujourd'hui, nous sommes cités parmi le 10e pays le plus riche en Afrique. C'est vraiment un contraste par rapport à la situation que vit la population congolaise aujourd'hui. Lorsque les Congolais... C'est un produit intérieur brut porté essentiellement par l'industrie extractive. Les Congolais entendent cela, ils ont envie de pleurer. Moi, j'ai vu un monsieur qui me pose la question, Maman Betty Ozaka, journaliste, Ezandengenini. Comment expliquer cela à la population congolaise? Comment expliquer cela aujourd'hui à cette population qui sort le matin pour aller chercher ne fût-ce qu'à manger? Comment expliquer à cette maman qui vend même le sol, le piment, lorsque vous comptez, il a juste le bénéfice de 2000, 3000 francs. En tout cas, moi je pense que nos autorités ont encore le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire la redistribution, en fait que même la population sente que nous sommes cités aujourd'hui parmi les 10 pays le plus riches en Afrique. En tout cas, ça serait une bonne chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi je dirais même que c'est encore un mythe en tout cas. C'est encore, le Congolais pense que c'est encore dans la tête des autorités, puisqu'ils se retrouvent facilement et pensent que nous sommes parmi les 10 premiers. En tout cas, là, je relate la situation de ces Congolais qui habitent à Maluku, par exemple, lorsqu'il entend que nous sommes parmi le pays les plus riches. Le plus riche. En tout cas, il ne va pas les comprendre. Il ne va pas les comprendre. Monsieur Tshisekedi, il lui reste quelques mois avant les élections. Le président Nous Tshisekedi. espérons, le président Tshisekedi, si vous voulez, nous espérons qu'il va essayer en tout cas de mieux faire les choses afin que le Congolais le sente également dans son panier. Hein, Patrick Lumbala, parce qu'aujourd'hui, si on me disait « je suis Congolais, je suis dans un pays riche », si c'est un étranger qui me pose la question, je n'aurai pas en tout cas assez d'arguments
pour argumenter mais vous cette avez, position-là. justement parce que vous n'aurez pas d'argument, mais Tony Dibendila a essayé de le soulever. La redistribution de la richesse nationale s'est fait par plusieurs mécanismes. On voit aujourd'hui que l'État a mis en place le programme de développement local des 145 territoires, un programme extrêmement qui marche à pas de tortue, ambitieux. Nous un avons fait passer, programme qui marche à pas de tortue. Nous avons fait passer ici qui sur Ecofin Télévision. Mettra beaucoup de temps pour que les Congolais qui vivent, par exemple, justement, les bonnes à choses Benaka, prennent du temps. à Kamwanga là-bas, les récentes également Oui. dans son panier, Les bonnes ça choses prennent du temps. prendra autant du temps. Tout à fait. Un problème qui se pose, lorsqu'une situation se pose, il faut également trouver des solutions. Ça veut dire qu'on doit rester éternellement dans le conjoncturel. Il faut commencer quelque part. Voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi je dis, en tout cas, espérons que M. Tshisekedi ou le président Tshisekedi, c'est le président Tshisekedi, espérons que le président Tshisekedi aura assez de temps pour bien faire les choses, parce qu'il ne lui reste que peu de temps. Pendant les élections, rien ne prouve qu'il sera encore réélu. Espérons qu'il a tous les temps rien ne prouve qu'il ne sera pas réélu. Pour arranger les choses. Rien ne prouve non plus le contraire. Afin qu'il séduise encore ces Congolais dont il a besoin pour son réélection, si vous voulez. Il a besoin de ce Congolais-là. Et ces Congolais vont le voter justement par rapport à ce que lui aussi vit dans son coin, dans son justement, petit coin. Betty Tamfoumou, 145 territoires, la gratuité de l'enseignement qui a fait revenir quand même activation de la Caisse nationale des péréquations. à beaucoup de ménages le pouvoir d'achat, parce que l'argent qu'ils dépensaient pour payer les études de leurs enfants, ça représentait quand même beaucoup. Vous voulez aujourd'hui qu'on parle de la gratuité de l'enseignement? J'espère que ce n'est pas le sujet du jour pour aujourd'hui. En tout cas, s'il faut parler. En tout cas, c'est parmi les points qui prouvent qu'il y a redistribution de la richesse nationale. S'il faut parler de la gratuité de l'enseignement, toi aujourd'hui, en tant que journaliste, peut-être tu pourras dire que c'est un système qui a marché, mais pose la question à ces messieurs-là qui projettent déjà une grève pour ce lundi. Ils te diront que cette gratuité connaît encore des problèmes. Pose des questions à ces familles-là qui font étudier leurs enfants dans des écoles là où la gratuité sévit. Ils vont te dire qu'il y a encore à revoir cette gratuité d'enseignement. Vous voulez qu'on en parle en tout cas aujourd'hui, Patrick Lumbala? Moi, je pense qu'on va y revenir sur cette question, mais je demanderai au président de la République de mieux faire les choses parce qu'il lui reste quelques mois en tout cas pour les élections. Avec possibilité d'être élu. Voilà, on va très également vite. de ne pas être réélu. Tout à fait. Avec possibilité également d'être élu. Voilà, c'est pas exclu. Tout à fait, c'est pas exclu. Merci beaucoup, mesdames, madame. Merci, messieurs. On va très vite passer au prochain sujet. Très rapidement. Je voudrais ajouter quelques Très rapidement. Moi, je crois que sur la question de la redistribution de la richesse nationale, le président Tshisekedi est en train de faire ce qui n'a jamais été fait avant lui. Et regardez, il y a une sorte de carré magique. Tony Antoine il y a une sorte de carré magique. Ça, c'est Tony Antoine Dibendila qui parle. Écoutez, regardez, il y a une sorte de carré magique. D'une part, il y a la gratuité de l'enseignement. Déjà pour permettre à tous les enfants congolais aller à l'école, qui demandent des béquilles, cette gratuité de l'enseignement. Mieux vaut voir un enfant aller à l'école comme ça, même si c'est dans quelles conditions, que de rester à la maison. Dans quelles conditions est-ce qu'il aura le temps d'apprendre? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenez les carrés magiques. S'il vous plaît. Cette manière d'apprendre à l'école, s'il vous plaît. Apprendre la matière. On va couper court à ce sujet. Cet enfant je vous ai laissé vous exprimer. Vous pensez qu'un tel enfant va bien apprendre, va bien assimiler la leçon? Alors, on se calme. On se calme et on avance. Et du respect pour ces Congolais-là qui nous suivent. Très bien, on se calme et on avance. Tony Dibendila, vous avez 5 secondes pour clôturer. D'accord, je vais finir. Je parlais des carrés magiques. Il y a d'une part la gratuité de l'enseignement pour permettre à tous les enfants congolais d'aller à l'école. Il y a d'autre part le programme de développement local de 145 territoires. Il y a d'autre part la répression des antivalaires. Et puis après, il y a la Caisse nationale des péréquations qui va être activée. Vous voyez ces carrés magiques? C'est ensemble, c'est comme ça
que la République démocratique du Congo pourra demain voir la redistribution de la richesse nationale être beaucoup plus efficace. Et ça s'appelle ça s'appelle la stratégie de Félix Tshisekedi. Donc voilà, je ne vois pas de faille. Si aujourd'hui je vois quelqu'un réunir la gratuité de l'enseignement, alors là je dirais c'est la chute des points cardinaux. Merci beaucoup, voilà. Sans oublier justement la mobilisation de recettes. Voilà, on va passer au troisième sujet de notre émission aujourd'hui. Dissolution du Fonds social de la République démocratique du Congo, le fameux FSR, par la présidence de la République. Selon la Banque mondiale, cette dissolution va faire perdre au pays un peu plus de 1 milliard de dollars américains, pour être précis, 1,4 milliard de dollars américains. Cette institution de Bretton Woods s'indigne du fait que cette dissolution est intervenue sans être préalablement consultée par la partie congolaise, comme le prévoit bien entendu les dispositions juridiques qui lient les deux parties. Betty Tamfumu, je suis avec vous. La République démocratique du Congo qui dissout son fonds social et crée un autre fonds social, en quoi le bas blesse? Pourquoi le FMI, enfin la Banque mondiale, se sent lésée dans cette histoire? Patrick Lumbala, le respect des accords. Le respect des accords. Je le répète une fois de plus, lorsque l'accord n'a pas été respecté, l'autre partie a également le droit de s'indigner. Le respect des accords est à la base certainement de l'indignation. Mais qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que la partie congolaise n'a pas respecté dans l'accord? Je n'ai pas eu le temps de bien lire, en tout cas, l'accord qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Sur le sujet du fonds social, bien entendu. Mais ce qui est vrai, le fait de dissoudre quelque chose qu'on a eu à créer, ensemble. Moi et vous, ensemble, et que moi je le dissous sans pour autant te consulter au préalable, ça c'est justement le non-respect de l'un des points des accords conclus entre les deux parties. Mais également, on parlerait de 91 millions de dollars qui a été utilisé par la partie congolaise sans pour autant présenter ou justifier ce dont a servi cette somme-là. Ça également, c'est un problème. Patrick Lumbala, lorsqu'on dit on avait de dettes, on nous dit ces dettes-là, on nous exhorte à payer ces dettes-là, il faut prendre cet argent, vous le gardez vous-même, ça sera pour ça. Oui, le Congo a le droit, par exemple, d'utiliser cet argent-là comme bon le semble, pas comme bon le semble, mais le mettre à profit par rapport au projet présenté à l'autre partie. Mais lorsque vous n'êtes pas capable de présenter des justificatifs par rapport à l'utilisation de cette somme, ça pose problème. Vous savez, depuis un certain temps, les Congolais nous sont butés à un problème. Notre problème, c'est quoi? C'est de rendre compte. On ne sait pas rendre compte. C'est justement le problème qu'a connu M. Matata Ponyo. Après avoir été Premier ministre du Congo, on lui demande de rendre compte par rapport à une somme sortie par le Trésor public pour un projet précis. Nous sommes là. Vous parlez de Boukangalonzo. Voilà, nous assistons aujourd'hui. Il y a à boire et à manger sur ce sujet. Nous assistons aujourd'hui à un feuilleton où la Cour constitutionnelle, ils se sont d'abord arrangés, avant de partir de ces postes-là, ils se sont d'abord arrangés pour qu'ils soient protégés, intouchables. Pour qu'aucune juridiction juridique ici au Congo ne puisse le juger. Et aujourd'hui, il bénéficie, c'est là. On part ici, la Cour constitutionnelle qui dit non, 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 allez-y là-bas. Là-bas, on vous dit il faut rentrer là où cette Cour avait été déjà déclarée, qu'il ne pouvait pas juger M. Matata. Ça veut dire on remet encore le dossier là-bas. On a un problème de rendre compte. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de ne pas entrer dans les fonds. C'était juste une parenthèse. Je te dis, Patrick Lumbala, on a un problème de rendre compte. On vous dit de gérer quelque chose. Justifier au moins la somme dont vous avez sorti. Si c'était, puisque l'argent était pour des raisons purement sociales et consorts, lorsque vous l'avez investi dans un projet social qui a bénéficié la population congolaise, apprenez au moins à rendre compte à l'ami. Vous étiez dans un accord, il faut au moins dire à l'ami, j'ai sorti telle somme pour tel travail. Mais lorsque vous ne le faites pas,
et que l'ami se fâche, vous dites non, 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 on dissout. On dissout. Qu'est-ce qui cache justement cet arbre? Qu'est-ce qui cache cet arbre de fonds social en République démocratique du Congo? Puisque nous savons déjà, nous avons un ministère des Affaires sociales. Ce n'est d'ailleurs pas ces ministères qui gèrent ces fonds-là. On a créé encore de personnes, de gens venus par-ci, par-là pour gérer ces fonds-là. Qu'est-ce que le Congo cache derrière cette histoire? Ça veut dire que selon vous, cette dissolution du Fonds social n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y a beaucoup derrière cette histoire. Notamment ce qu'on peut qualifier de détournement des fonds de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. Bien sûr, parce que c'est la Banque mondiale qui finance les projets à travers le Fonds social. Moi, je ne le dirais pas dans ce sens-là. Je vois plutôt qu'il n'y a eu pas transparence entre deux parties, que ce soit du côté congolais ou du côté Banque mondiale. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu transparence. Voilà pourquoi lorsqu'on ne s'entend pas sur quelque chose, vaut mieux qu'on mette fin à cette situation. Nous pensons également que la Banque mondiale a été peut-être trop dure à l'encontre de la RDC. Voilà pourquoi peut-être les Congolais ou la RDC a trouvé mieux de mettre fin à ces contrats. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes par après? Ça, c'est ce qu'on attend voir. Ça, c'est ce qu'on attend voir. Tony Antoine Dibendila, la Banque mondiale qui se fâche parce que la République démocratique du Congo, dans ses prérogatives, dans sa liberté en tant qu'État, dans sa souveraineté, je dirais même, décide de dissoudre, on va dire, une institution qui lui est propre, mais la Banque mondiale se fâche. Pourquoi? Merci Patrick pour cette question. En fait, moi, j'ai ressenti de l'indignation. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de lire de faire un monitoring, je lisais quelques articles de presse. Je suis tombé sur l'un d'eux. Vous sentez vraiment que c'est un article orienté, avec des titres pompeux. Une ordonnance présidentielle qui compromet 1 milliard de dollars. Dans lequel on vous dit, pour une seule signature du président Tshisekedi, la RDC perd 1 milliard de dollars. C'est faux, un raccourci facile. Et puis il y a un problème. Il y a, je dirais, certains Congolais qui ont un caractère maladif à soutenir la bêtise étrangère. Tu vois des sujets comme ça. Moi, ça renforce ma méfiance vis-à-vis de certains partenaires étrangers. Comment expliquer? Vous acceptez d'apporter, de soutenir certains projets, de verser de l'argent à travers un fonds congolais et que la République démocratique du Congo se rend compte que le fonctionnement de ces fonds-là n'est pas efficace. Et ce n'est pas une décision spontanée. La réforme de ces fonds-là date déjà depuis 2008. Les autorités congolaises pensaient réformer les fonds parce qu'ils s'étaient rendus compte que les fonds sociaux de la RDC n'étaient pas assez efficaces. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo restructure son fonds avec une même dénomination, avec un même objet social. C'est la Banque mondiale qui s'indigne pour dire, écoutez... En tant que partie prenante. On avance. Qui s'indigne et qui vous dit, non, nous ne voulons pas que vous puissiez restructurer votre fonds-là. Nous voulons que les fonds fonctionnent comme tels. Vous imaginez où paradoxal quand même. C'est contradictoire. La République démocratique du Congo a un fonds social qui a pour objectif, entre autres, de relever le niveau de vie des Congolais. Vous acceptez de financer quelques projets. Et la RDC se rend compte que son fonds-là n'est pas assez efficace. Je me répète, et c'est à dessein. Vous venez dire, non, non, on veut que ça fonctionne comme tel. Nous ne voulons pas que vous puissiez restructurer votre fonds. Mais c'est quoi la raison derrière ces refus-là de la restructuration du fonds? On doit nous le dire. Ils brandissent le fait qu'il y aura du mal à financer des projets. Comment est-ce qu'il y aura du mal à financer des projets?
Mais c'est la même structure. On a juste restructuré la même... C'est-à-dire on a revu certains points, certains fonctionnements de la même structure. Donc ces structures-là, ce fonds social de la RDC, c'est-à-dire c'est le même objet social. Ils vont continuer ces projets-là. Mais on doit nous dire qu'est-ce qui bloque. On a changé des administrateurs du fonds et tenir à ce que les administrateurs qu'on a peut-être remplacés restent là. Voilà, c'est ça justement les vrais problèmes. Parce que moi, je ne trouve pas un problème. C'est-à-dire, quand vous regardez même, il y a une correspondance. Et en plus de cela, justement, parlant de la correspondance de la présidence de la République, qui dit que c'est une réforme amorcée depuis 2008. 2008, justement. Pourquoi ça inquiète aujourd'hui quand on doit la mettre en œuvre? Au-delà de ça, il y a une correspondance du directeur des opérations pays de la Banque mondiale. M. Zekaf. Albert Zekaf. Qui écrit au ministre des Finances de la République démocratique du Congo pour s'indigner, s'alarmer. Voilà, vous allez perdre des fonds. Oh. C'est à nous les bénéficiaires à s'alarmer ou c'est à vous qui remettez cet argent-là à s'indigner. Donc il y a anguille sous roche, il y a des histoires qui se passent derrière. D'ailleurs, pour tout Congolais sérieux et crédible, entre Félix Tshisekedi et la Banque mondiale, qui fait confiance. Mais il n'y a pas de match. C'est Félix Tshisekedi qu'il faut faire confiance. La Banque mondiale, on avait la Banque mondiale, c'est pas aujourd'hui qu'elle est là. Mais aujourd'hui, il y a également une opinion qui pense aujourd'hui, parce que lorsqu'on lit les projets financés par la Banque mondiale à travers justement le Fonds social, on se rend compte justement que dans certains projets, notamment le projet de prévention et des réponses aux violences basées sur les genres, il y a un certain Denis Mukwege qui est financé à travers sa structure des Pandi. Pensez-vous que parce qu'il a amorcé la vie politique, que cette décision de la présidence va dans le sens de nuire à un potentiel adversaire à la présidentielle? Il ne faut pas surtout personnaliser cette question-là. Parce qu'il y en a, la Banque mondiale a relevé ça. Tout à fait. Mais les documents, il est là. Tout à fait, mais il n'y a pas que Denis Mukwege qui est bénéficiaire de ces fonds-là qui viennent de la Banque mondiale. La RDC va vouloir aujourd'hui perdre autant de fonds juste pour nuire Mukwege. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas la République démocratique du Congo, avec toutes les difficultés du monde que nous avons aujourd'hui, refuser de telles sommes d'argent parce qu'il n'y a pas que Mukwege. Mais il y a une réelle volonté de pouvoir public de la RDC de voir de près ce qui se passe dans ces fonds-là. C'est ça le problème. Il y a une réelle volonté. Il y a des fonds qui arrivent, d'accord, on va vous financer, d'accord, mais qui suit ces fonds-là? Ça veut dire que ce sont des fonds qui arrivent, qui ne passent... L'État n'a pas de contrôle. N'a pas de contrôle sur les fonds. Aujourd'hui, la République... Ça passe directement dans les ONG. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là? Qu'est-ce que vous avez fait de ces fonds-là? L'État ne s'est pas tracé. Tout à fait. Mais c'est l'État congolais quand même, en cas de problème, à qui on va poser la question. C'est-à-dire, aujourd'hui, la République démocratique du Congo veut voir clair sur l'utilisation de ces fonds-là. Et les autres, la Banque mondiale, ne veulent pas. Merci Donc, Tony Dibendila. Il y a certainement quelque chose derrière. Merci Tony Dibendila. Je suis avec vous, Betty Tamfumu. Vous pensez, comme Tony Dibendila, qu'il y a anguille sur roche? Il y a anguille sur roche, justement, Patrick Lumbala. Lorsque les deux parties ne s'attendent pas et que la partie congolaise dit chercher à voir clair en ce qui concerne la gérance de ces fonds-là. La Banque mondiale dit également que non, et également ne voit pas clair par rapport à la gérance de ces fonds-là. Ça pose justement problème. Qui est-ce qui gérait justement ces fonds-là? Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on peut supposer qu'elle veut finalement avoir le contrôle sur les fonds que la Banque mondiale met à travers le fonds social. Parce que ceux qui dirigeaient ces fonds-là n'étaient pas congolais. C'est la question qu'on se pose. Non, c'est une question de profil. Justement. Il ne s'agit pas simplement d'être congolais. Tony Dibendila. Après, moi, je voudrais dire une chose. C'est une question de structure aussi. Mais il y a, s'il vous plaît, Patrick. Mais il y a ceci. Et regardez de plus près. Il y a... Qu'est-ce que je vais dire? Ça va échapper à cause des histoires. C'est-à-dire, de toutes les façons, aujourd'hui, il y a la signature du président Tshisekedi, la signature de la plus haute hiérarchie du pays. Vous voyez? Donc, la République ne va plus reculer. C'est-à-dire, d'ailleurs, si vous regardez les communiqués de presse de la présidence de la République, qu'est-ce que dit ces communiqués? Voilà, il y a une période transitoire. La RDC
et la Banque mondiale ont accepté de cheminer ensemble. Pardon. Et donc, il y aura une période transitoire. Durant cette période transitoire, il y a des choses qu'il faudra mettre ensemble, c'est comprendre pour avancer. Donc, il y a déjà la signature du président de la République et on ne va pas reculer. S'il nous dit, si la Banque mondiale nous dit qu'elle ne financera plus les projets, mais la République ne va pas s'arrêter. Le Congo ne va pas s'arrêter. Il y a déjà... Non, on ne va pas discuter autour de la signature du président de la République. Le président va échanger avec les gens pour apposer sa signature. Non, on ne va pas arriver à ce niveau-là. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a, je disais, la signature du président de la République. Donc on va avancer. Si la Banque mondiale estime que parce que le président Tshisekedi a signé cette ordonnance-là et qu'elle ne va pas financer ces projets-là, la République ne va pas s'arrêter. La République va continuer. Il y aura une nuit, il y aura un jour. Il y aura une nuit, il y aura un matin. Merci beaucoup, Tony Dibendila. Merci, Tony Dibendila. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais j'aimerais, ensemble avec vous, que nous placions un peu un mot également sur la volonté des dirigeants de la régie des distributions d'eau, notre fameuse régie des eaux, qui nous aide au quotidien à avoir de l'eau, leur volonté à revoir à la hausse leurs factures. Patrick Lumbala, heureusement que les autorités congolaises n'ont pas laissé passer cette décision qui allait faire mal à plus d'un Congolais. Heureusement que Félix Tshisekedi, au travers ses ministres, au travers ceux-là qu'il a placés devant cette institution, ils ont dit non justement à cette idée, je ne sais pas comment le qualifier. La régie des eaux, déjà nous avons un problème avec la régie des eaux, Patrick Lumbala, concernant ces factures. On nous brandit ou on nous remet déjà des factures, comment ils appellent ça, de factures, comment on appelle le montant, comment on appelle le montant qu'on nous donne là. Facturation. Non, la facturation, le montant, ils ont un terme qu'ils utilisent là, forfaitaire. Même lorsque ça veut dire vous avez... basé sur des incantations, tout simplement. Donc, ils imaginent, tout à fait. Ils viennent dans des une hallucinations. parcelle, ils voient combien de maisons il y a dans cette parcelle, ils essayent de mettre un montant. Ils viennent dans un immeuble, ils regardent la grandeur de cet immeuble, ils essayent de mettre un montant. Nous payons déjà des factures forfaitaires. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? C'est cette régie. Heureusement que nos autorités n'ont pas pu dormir, en tout cas à cause de cette démon de la régie. Vous savez, Patrick Lumbala, aujourd'hui, si la régie des eaux mettait ne fût-ce que $1 seulement pour chaque parcelle, cette régie des eaux ne manquerait pas de l'argent. Le Congolais aura cette facilité d'aller payer ses factures. Aujourd'hui, s'il y a plusieurs Congolais qui ne payent pas ces factures, c'est justement parce qu'ils nous donnent des montants exorbitants, des montants dont les Congolais n'arrivent pas à payer. Et les conséquences, c'est quoi? Il y a des factures qui s'accumulent, les Congolais n'arrivent pas à payer au mieux ces factures. Bien qu'on se bat à notre manière, en tout cas pour payer, et nous savons également que la plus récalcitrante ou les plus récalcitrants de factures de la régie des eaux, ce n'est pas la population congolaise, c'est plutôt les autorités et surtout les institutions qui ne payent pas, en tout cas, la régie des eaux également. Justement, ce qui est très important. Tony Dibendila, la volonté de la régie des eaux de hausser les prix de ses factures, Betty Tamfumu vient de le révéler, est-ce qu'on peut dire que ça avoisine la sorcellerie, tout simplement? Non, là, on ira un peu plus loin. Ça, c'est plus fort. En fait, il y a un fait. La régie des eaux fait face à des difficultés financières. Mais ce n'est pas que la régie des eaux, il y a plusieurs entreprises du portefeuille. Déjà, je crois en 2020, à l'époque, c'était le ministre Clément Kouité qui était ministre du portefeuille. Il y a eu, lors de la publication de la revue de ces ministères-là, il y a eu des diagnostics. Et parmi des diagnostics, il y a des diagnostics pour plusieurs entreprises du portefeuille, entre autres la régie des eaux. Et on a souligné un fait. Pour la régie des eaux, parmi ses faiblesses, on a souligné le fait qu'il y avait une absence de politique optimale de gestion. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de gestion. Aujourd'hui, si la régie des eaux a des difficultés financières, mais je ne pense pas qu'en augmentant les coûts de la facturation de ses abonnés, qu'elle va résoudre ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui déjà, la plupart de parcelles-là n'ont pas de compteur pour voir, voilà, on a
quelle est notre consommation. Même exact. si vous avez des compteurs. Vous n'avez pas de consommation exacte. C'est-à-dire, ils vont facturer les agents de la régie des eaux. Vous voyez, donc il y a des véritables problèmes, il y a des diagnostics qui ont été faits, il y a des réalités sur la table. Et maintenant, ce sont aux gestionnaires de voir quelles sont les solutions adaptées. Vous voyez, mais ce n'est pas en amenant des histoires comme ça, voilà, on augmente la facture, et puis quand vous augmentez, ça va résoudre les vrais problèmes que la régie des eaux connaît. Il y a un problème de vieillissement du personnel, il y a beaucoup de problèmes. Problème de vieillissement des engins, de matériel, ainsi de suite. Vous voyez, donc il faut regarder de plus près. Je crois qu'il y a déjà un document approprié pour ça, il y a eu des diagnostics qui ont été faits. Et voilà, ils n'ont qu'à regarder des recommandations aussi. La régie des eaux et même les ministères du portefeuille doivent regarder de plus près les problèmes que connaît cette entreprise publique et voir comment apporter des solutions adaptées et répondre, surtout les solutions adaptées vont passer par la réponse à des recommandations qui ont été faites. Merci. Donc voilà justement ce que je pourrais souligner. Merci Tony Dibendila. Merci beaucoup. Merci Betouta Mfumo. Merci à toi, Patrick Lumbala. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, nous avons épuisé tout ce que nous avions dans notre gibecière pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce décryptage de l'actualité économique vue de la rédaction de Ecofin Télévision. À la semaine prochaine pour d'autres décryptages de l'actualité. Merci Tony Dibendila et merci Betty Tamfumo. À la prochaine, à la semaine prochaine.